Alors Benedetto, si tu veux bien, c'est à toi. Et donc, voilà, à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Voilà, déjà vous avez traité les 80% des thèmes. Et effectivement, là je suis pas un expert de la santé mentale. Bien sûr, je suis dans la médecine du travail. Je suis médecin coordonnateur d'un service interentreprise, et donc c'est la spécificité de l'interentreprise qui me permet de pouvoir partager des données sur les entreprises qui sont dans la métropole de Lyon et même un peu plus. Et je commence déjà, je mets des données sur la table ronde, et pas trop ronde, mais je vais vous partager déjà les interventions qu'on pourrait faire, nous, en tant que service de santé au travail, à niveau collectif dans les entreprises, avec les psychologues du travail qu'on peut solliciter. Ça fait partie de l'équipe pluridisciplinaire, et donc on peut solliciter des interventions dans les entreprises. Pour vous donner une idée, dans l'année 2023, on a eu 112 interventions d'accompagnement pour la prévention aux risques psychosociaux. Et la chose intéressante, c'est que j'ai demandé quels sont les secteurs les plus ciblés dans ce type d'intervention. Et on a une très forte variabilité des secteurs. On a les services tertiaires, on a les secteurs santé, secteur du social, mais aussi la logistique, les transports, les commerces. Donc vous voyez, ça touche beaucoup de secteurs. Et aussi, j'ai demandé quels sont les facteurs des GOLAC, donc les facteurs d'exposition aux risques psychosociaux plus importants ou qui ont demandé leur intervention. J'ai pris les premières trois, c'était l'intensité, la complicité du travail, les rapports sociaux et l'insécurité de la situation de travail. Et après, je partage avec vous les données individuelles, parce que dans la médecine du travail, les médecins et les infirmières ont la chance de voir de manière individuelle dans les visites tous les salariés. Et là, on peut détecter des situations de souffrance. Et alors, bien sûr, si on détecte des situations de souffrance, on n'est plus dans la prévention primaire. On est déjà dans l'orientation, et donc on peut orienter ces salariés à des psychologues cliniciens. Sous la même année 2023, on a réalisé 375 orientations aux psychologues de notre service. On a deux psychologues cliniciens dans les services. Et aussi, on peut demander une expertise au service des pathologies professionnelles. Les services PathoPro, on les sollicite pour des pathologies très très liées avec le travail, les épilepsies, les cancers, mais aussi la psychopathologie au travail. J'ai demandé au service des PathoPro combien des visites ont réalisé en 2023 sur la souffrance mentale orientée par les médecins du travail. On réalisé 305 consultations dans une année. Et ça représente les 30% de l'activité du service des pathologies professionnelles. Et une autre donnée très importante concerne les inaptitudes. Vous savez que les médecins du travail ont ce pouvoir de déclarer inapte un salarié à son poste. Du moment qu'on déclare l'inaptitude, l'employeur a l'obligation de rechercher un poste de reclassement pour ses salariés. Pour vous donner l'idée de la quantité d'inaptitude qu'on a donnée en 2023 sur Lyon, c'était 2200 salariés inaptes. La donnée qui fait réfléchir et qui, peut-être ça peut ouvrir aussi les débats, c'est que les 80% de toute l'inaptitude, des 2200 inaptitudes, donc on est sur les 1800 inaptitudes, ont fait mention d'obstacles au reclassement. Alors, c'est-à-dire que l'obligation de l'employeur de rechercher un poste de reclassement pour les salariés est interdit. C'est-à-dire interdit. C'est pas interdit, mais les médecins, il peut exonérer l'employeur de l'obligation de la recherche de reclassement. Ça, c'était une option que les législateurs ont prévue pour éviter que les salariés soient reclassés dans une entreprise et exposés à des risques qui concernent tous les postes de travail. Et donc, j'imagine qu'un des risques qui concerne tous les postes d'une entreprise sont les risques psychosociaux. Donc, les liens entre la mention d'obstacles à l'inaptitude et les risques psychosociaux est très forte. C'est pas direct parce que quand même on peut les mettre pour les invalidités de deuxième catégorie et pour d'autres facteurs, mais 80% est énorme. Et donc tout ça, il nous amène à une réflexion, c'est-à-dire les données, comment on peut les interpréter? Sont des données directes, des liens cause-effet
c'est-à-dire la souffrance est due au travail et sous ces données, c'est compliqué de créer les liens, des causalités entre la souffrance et le travail. Et si je peux me permettre de t'interrompre, notamment avec les conséquences, les répercussions, parce que quand il y a une déclaration, comme tu le dis, d'inaptitude avec derrière un truc qui est une interrogation, voire un fossé, c'est un peu compliqué. Moi, je voudrais juste, pour te demander de préciser un petit peu ça, de voir, là sont des chiffres, j'allais dire, sur la période récente. Quelle évolution tu as vue? Parce que, comme toujours, on sait que, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est là, hein, que la parole se libère et que les choses évoluent. Comment tu vois évoluer les choses, j'allais dire aussi des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté des salariés, des personnes qui en sont directement l'objet, et puis de leur manager, soit leur manager direct, soit les patrons. Comment ça a évolué ces récentes années? Alors, on peut interpréter l'évolution comme une aggravation de la situation, mais pas parce que les risques augmentent, mais parce qu'on les regarde. C'est-à-dire, on a une observation et une sensibilité sous ces risques, et donc on a la possibilité d'avoir à disposition des données à interpréter, qui peut-être l'année passée ont été un peu plus cachées. Ouais. Et on a encore des données cachées, c'est-à-dire que tous les indicateurs sont la partie émergée de l'iceberg. La partie submergée, on a beaucoup de situations comme les turnovers, l'absentéisme, les maladies, les arrêts maladie qui sont pas en lien avec un accident du travail, la maladie professionnelle, les conduites addictives, les problèmes familiaux. Tout ça sont des indicateurs qui sont indirects, mais qui participent quand même à donner une image de l'impact de ces facteurs de risque psychosociaux sur la santé mentale des salariés, qui a des répercussions, pas seulement sur le travail, mais sur la santé globale des salariés. Et après, il y a la question dans l'intersecteur, c'est qu'on a la chance de voir les très petites entreprises des 3 salariés et les entreprises des 1000 salariés. Bien sûr, la gestion de ces types de risques et de souffrances n'est pas la même, ils n'ont pas les mêmes moyens, et donc c'est là qu'on essaie d'accompagner les entreprises qui ont moins des capacités, des pouvoirs, ou moins de connaissances dans les secteurs sociaux, dans les secteurs de prévention et santé au travail, pour apporter un conseil. Voilà. Après, il y a des responsabilités qui appartiennent à l'employeur. Mais merci là-dessus. Alors, je pense que vous devez avoir des questions. Si vous voulez bien, on les prendra en deuxième partie de débat. Moi, j'aimerais bien de demander aussi, alors sans révéler de secrets d'État à la fois. Donc là, tu nous as cité les grands secteurs, hein, qui étaient un peu les secteurs cibles et sur lesquels vous voyez beaucoup de choses. J'allais dire, alors sans révéler ni de nom d'entreprise, ni de comment tu sens, j'allais dire, ceux qui sont du côté, d'aller dire, des employeurs, la représentation des employeurs, comment tu sens les choses évoluer? Parce qu'on voit bien que, effectivement, il y a une forme d'expression qui est plus facile qu'il y a quelques années, d'où la croissance des indicateurs. Hein. C'est comme les TMS. Tout le monde dit, mais pourquoi en France il y a autant de TMS? Bon, qu'il y en a plus qu'en Allemagne. Il y a aussi une question de plus de facilité. Comment tu les sens évoluer et comment tu vois effectivement, j'ai des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en France en 2016 et j'ai vu déjà une évolution de 2016 aujourd'hui. Avant, c'était les services de santé au travail et l'équipe du médecin qui détectaient les situations de souffrance et trouvaient une porte d'entrée pour intervenir dans l'entreprise et sensibiliser l'employeur. Aujourd'hui, je vois de plus en plus les entreprises qui la prévention et qui nous demandent du conseil. Donc ça, c'est bien parce qu'ils sont pas dans l'obligation de devoir les faire, mais ils sont dans les constats qu'il n'est pas facile une évaluation du risque psychosocial, notamment dans les documents uniques, etc. Et donc, il vient vers nous et ça, je pense que c'est déjà un facteur important à prendre en compte parce qu'on est là pour les aider. Avant, c'était caché. Maintenant, on a un peu l'impression qu'on sort de la culpabilité de ce côté-là pour être un peu plus proactif. Merci en tout cas et merci d'avoir tenu le temps. C'est vraiment génial. Hein. Donc, on va y revenir. On va y revenir tout à l'heure. Maintenant, je vous propose qu'on fasse ça. Qu'est-ce que